sont encore trois. Ils sont encore là. Les trois rafales français. Joris Daudet, Sylvain André, Romain Maillot. Les Français font 1, 2, 3. Léon Marchand qui est en train de passer Milan. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. Ça y est, c'est fait Pauline. Après les désillusions de Londres, de Rio et de Tokyo, Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de VTT cross-country. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et ouais, Campus Sport Club, saison 4, nouveau générique, c'est bon, enfin, on a passé le cap. Fini ce bel été des Jeux Olympiques, mais on voulait quand même garder des petits souvenirs, des petites émotions. Voilà, on profite un peu. Voilà, bon, j'espère que ça va pas trop tirer l'alarme aux auditeurs auditrices de ce soir. Bienvenue pour cette nouvelle émission du Campus Sport Club, saison 4, épisode 2. On a fait notre entrée la semaine passée, c'était pas avec ce générique donc, mais vous allez voir que tout l'habillage sonore va vous rappeler un bel été ensoleillé, plein de médailles d'or, d'argent, de bronze et de victoires françaises. Et pour évoquer cette nouvelle émission, on va pas pouvoir revenir sur les Jeux Olympiques, c'était il y a bien longtemps, mais on va revenir sur l'actualité chaude du moment avec 4 nouveaux chroniqueurs, chroniqueuses ce soir. Que je vais bien sûr présenter avec celui qui me fout droit du regard parce qu'il sait qu'il va démarrer, il sait qu'après il a 35 secondes, j'ai dit, 35 secondes après pour se préparer. Marin, comment tu vas Eh ben, ça va super, un peu la pression avec cette soirée européenne qui a été très intense, mais on y reviendra avec les résultats tout à l'heure. Oh là là, il tease merveilleusement bien, hein. Disons, Marin, ça va être le teaser de cette saison 4. Face à moi, pour les news qui suivront bien sûr après les résultats, c'est Julia qui a l'air très sereine. Très en place. Alors, c'est pas totalement vrai, mais on va dire que je suis très contente d'être ici pour cette saison 4 du Campus Sport Club. Et ça va bien se passer de toute manière. Ouais, tu constates que malheureusement, la place du numéro 4, là, nous, on a une myriade de... On arrive à se voir, mais on est un peu avec tous les pieds de micro. Ouais. On va essayer de... On va tourner la tête. Jongler un peu, ouais. Voilà, donc si vous entendez nos voix partir, c'est que juste on est en train d'essayer de se voir avec Julia. À ta gauche, c'est Noé qui fait son arrivée dans le Campus Sport Club. Latéral gauche de renom, une patte gauche à faire saliver Lucas Digne et Leighton Baines. Comment tu vas, Noé ? Ça va super et très hâte de commencer cette nouvelle saison du Campus Sport Club. C'est juste ce que je fais pour broder et avoir encore plus de temps pour Marin pour qu'il prépare comme il faut la Ligue des Champions. Je t'ai donné un pied gauche, je sais pas du tout si t'as un bon pied gauche. J'ai un très mauvais pied gauche, mais ça me va très bien. Yes, eh ben écoute, je suis un très bon coach, tu vois. Je maîtrise mon effectif en ce début de saison. Et on finit avec quelqu'un qui est pas exactement nouveau. Je sais pas comment te caractériser, mais t'es nouveau. T'es nouveau. Une saison de confirmation, quoi. Ouais, t'es nouveau en ton sens. Étienne, qui est un des anciens, du coup, finalement, de cette émission, qui est pas un vieil ancien, pas encore beaucoup de rides, mais qui a l'expérience, ok ? Donc les minots, attention à Étienne. Comment tu vas ? Bah ça va très bien, et toi comment tu vas ? Ouais, ça va. Donc Étienne qui finira avec les immanquables, et Noé, je ne l'ai pas précisé, un petit portrait ce soir dans l'émission, comme la semaine passée, on avait eu Michael Olysée, le franco-anglais, anglais-franco, je ne sais pas comment vous le voyez. Voilà. Et nous, on va pouvoir revenir en tout cas sur du football pour commencer avec les résultats de Marin après ce petit jingle. Non, c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est quand même un jingle, bien sûr, qui sonne Jeux Olympiques pour cette saison 4. On se l'écoute. Football, rugby, cyclisme ou encore tennis, c'est l'heure des résultats de la semaine dans le Campus Sport Club. La Ligue des Champions, ce soir, Marin, on en sort tout juste. Là, c'est bon, t'as pris toutes tes petites notes.
t'es fin prêt. On Ouais. démarre avec, évidemment, résultat du PSG, qui nous concernait un peu plus. Ouais, bien sûr, hein, on attendait un match âpre pour le PSG. Il a été éprouvant, mené dès la 20e minute par Arsenal avec un but de Kai Havertz qui a été plus rapide de Donnarumma et qui marque de la tête. Les Gunners alourdissent la note juste avant la mi-temps avec un but de Bukayo Saka à la 35e. En seconde mi-temps, un PSG qui se révèle inoffensif face à la défense d'Arsenal et donc défaite 2-0. Outre le PSG, il y avait d'autres matchs ce soir à 21h, notamment entre l'AC Milan et le Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen qui a mené largement la première mi-temps sans pour autant réussir à marquer. C'est chose faite en seconde mi-temps puisqu'il s'impose. De leur côté, Manchester City et Barcelone ont déroulé 4-0 pour City qui se déplaçait à Bratislava et 5-0 pour le Barça face aux Young Boys avec notamment un doublé de Lewandowski et un CSC de Camara. De leur côté, une entame de match enflammée également pour le Borussia Dortmund avec une ouverture du score d'Emre Can à la 7e minute qui laissait présager d'un festival de buts. Malgré une égalisation de Maïda à la 9e minute, Dortmund étrille le Celtic Glasgow avec un triplé d'Adeyemi, un pénalty transformé par Guirassy à la 40e, la Manita donc à la mi-temps. En seconde période, Guirassy récidive et inscrit un second but. L'addition est salée pour le Celtic, 7 buts à 1. Ouais, avec le Bayern 9-2 la semaine passée, les clubs allemands, ils sont chauds lapins marins. On le voit à domicile en tout cas. Ouais, beaucoup de buts. Ouais. Beaucoup Mais de il y a un club autrichien par contre qui a pris tarif tout à l'heure contre... Et oui, la marée rouge a inondé les rues de Salzbourg tout à l'heure. Les hommes d'Éric Roy ont délivré une partition parfaite dans la ville de Mozart. Pourtant maîtrisé en début de période avec notamment un but refusé, le but de Sima sur la passe de Ludovic Ajor qui a délivré les rouges. L'attaque brestoise a ensuite récité ses gammes en seconde période avec un but de Camara, le doublé de Sima et enfin pour parfaire le chef-d'œuvre, un but de Pereira Lage à la 76e minute. On noterait également la très belle performance de Marco Bizot qui n'a pas tremblé sur sa ligne. Et enfin Stuttgart qui a fait quant à lui match nul face au Sparta Prague. Moi, je vous demande, est-ce que vous pensez que les clubs français peuvent aller loin dans cette Ligue des Champions ? Le PSG, on a vu que c'était plus compliqué aujourd'hui. Brest, en revanche, a livré une super performance. Ils ont été provisoirement premier au classement. Qu'est-ce que vous en pensez ? A priori, pour l'instant, les signaux sont plutôt verts. Je ne sais pas si vous confirmez tous les trois, mais ça hoche de la tête. Noé, qui hoche à fond. C'est vrai, je pense qu'au début, après le tirage de la Ligue des Champions, on n'envisageait peut-être pas une qualification pour Brest, mais moi je me suis pris à rêver à une place peut-être dans les 24, c'est ça, qui sont qualifiés pour la phase les 8 premiers, c'est directement en 8e, et de 9 à 24, en tout cas, on peut au moins espérer des barrages. Je pense que pour Brest, il y a peut-être une place à aller chercher dans ces 24-là, en tout cas. Julia qui a acquiescé aussi. Oui, pour moi, chaque année, en fait, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est la bonne pour le PSG ? L'avenir nous le dira, mais pour Brest, en tout cas, ils font vraiment plaisir à voir, là, avec leur festival offensif. C'est vrai que, pour l'instant, c'est la seule équipe qui a 100% de victoire en Ligue des Champions. Et je pense que les supporters ont le droit de rêver, en tout cas. Ouais, la seule équipe française qui surfe et qui était leader provisoire, on peut le dire. Alors c'est un nouveau format, on rappelle, nouvelle formule, nouveau format avec cette immense poule, cette phase de ligue à 36 clubs. Mais Brest, en début de soirée, qui était leader de cette Ligue des Champions. Franchement, c'est assez fou. Et finalement, Dortmund avec son carton plein, je vais revérifier quand même pour pas dire de bêtises. Mais Dortmund qui est repassé devant, évidemment. Avec 10 buts marqués pour encaisser pour l'instant, pas mal. Mais les clubs allemands, attention quand même. Ils ont compris, en tout cas a priori, la différence du but va jouer et a priori les clubs allemands ont bien compris ça. Etienne, un petit mot pour finir. Oui, moi je tenais un peu à nuancer les propos parce que le Paris Saint-Germain avait débuté sa compétition par un match poussif contre Gérone avec un but à la dernière seconde marqué par Nuno Mendes où on peut même parler de contre son camp. Bon, ce soir ils font une contre-performance et il faut aussi rappeler que Brest à affronter deux équipes pas forcément favorites dans cette compétition. Donc il y a encore des gros matchs à venir. Donc voilà, c'était pour nuancer un petit peu ces propos. Mais il n'y avait pas que la Ligue des Champions. Évidemment, dans les résultats marins, on va pouvoir aborder
le reste. Et oui, évidemment, on reste dans le football pour aborder brièvement la 6e journée de Ligue 1. Vendredi, Auxerre s'est imposé 3-0 face à Brest sur la pelouse de la Baie des Champs, mais bon, je pense que les Brestois ne s'en veulent pas trop au vu de leur performance aujourd'hui. Le PSG, quant à lui, s'est défait de Rennes grâce à un doublé de Barcola et un but de Lee Kang-in. Rennes a tenté de son côté de réduire le score avec un pénalty de Kalimundo à la 75e minute, mais en vain. Le PSG s'impose 3-1. Concernant la journée de samedi, Lens concède le nul face à Nice 0-0. Lille s'impose 3-0 face au Havre avec un triplé de Jonathan David. De quoi rassurer les Dogs en prévision du choc qui les attend demain en Ligue des Champions. Enfin, Monaco s'est imposé 2-1 face à Montpellier malgré une ouverture du score des Montpelliérains en début de match. Et concernant la journée de dimanche, l'OL a battu le TFC 2-1. Nantes n'est pas parvenu à venir à bout des Verts de Saint-Etienne à la Beaujoire 2-2. Angers s'enfonce encore un peu plus au classement après une défaite 2-1 face à Reims. En clôture de cette 6e journée, le premier échec de Marseille en Ligue 1 qui s'incline 1-0 à l'extérieur face à Strasbourg. Et donc l'AS Monaco et l'OM sont toujours 2e et 3e au classement. Moi j'aimerais savoir si vous croyez toujours que ces clubs-là peuvent jouer le titre. Pour Marseille, c'est quand même une première déconvenue. Comme je connais super bien mon effectif, je refais un tour d'horizon. Y a-t-il des supporters de l'OM, du PSG ou de Monaco ici ? Non, je suis supporter de Marseille, moi, donc je vais pouvoir parler au nom de Marseille. Ça va être très bref. Oui, je crois au titre. Voilà, c'est tout. Ok, très bien. Mais non, sincèrement, non, le titre, c'est une vraie bataille. Alors après, est-ce que vous préférez une Ligue 1 avec ce schéma de bataille à 3 pour le titre ? Même si, du coup, j'imagine qu'en comparaison des années PSG où ils étaient tout seuls et puis après on regardait qui prenait les miettes, je pense que c'est mieux. Oui. Mais est-ce que c'est une bataille à 3 qui ça vous plaît ou est-ce que vous préférez une bataille à 2 ou encore plus d'équipes qui pourront se mêler au fur et à mesure dans cette lutte pour le titre ? Franchement, je pense que le plus de candidats il y a au titre de dauphin, voire même à la prétention de ravir le titre aux Parisiens, le plus il y en a, mieux c'est. Donc on va pas se plaindre qu'il y ait plus de candidats. Après, est-ce que Marseille ou Monaco et tout pourra le faire ? Est-ce que Marseille ou Monaco pourra le faire, aller jusqu'au titre ou jusqu'à la place de dauphin ? Je pense qu'on va avoir une longue bataille jusqu'à la fin en tout cas et ça va être super intéressant à suivre tout au long de la saison. Et puis ça va surtout nous rappeler la Première Ligue avec la saison dernière, le choc des trois entre Liverpool, Manchester United et Arsenal. Donc c'est bien pour la visibilité de la Ligue 1, son attractivité, donc ça n'est que positif. Ça promet en tout cas. C'est vrai que les duels City-Liverpool aussi, au bout d'un moment, on aime bien quand il y a une 3e, une 4e qui viennent se greffer à tout ça. On enchaîne ? Ouais, on fait un petit point foot rapide dans les autres championnats. Manchester City a fait nul face à Newcastle et Liverpool est allé prendre la tête du championnat avec une victoire 2-1 face aux Wolves. Grâce à un but de Konaté et de Mo Salah, Chelsea et Arsenal sont allés gagner ce week-end et remontent respectivement à la 3e et 4e place du classement. À noter aussi la lourde défaite 3-0 infligée à Manchester United par Tottenham. Concernant la Liga, un derby madrilène très accroché entre le Real et l'Atlético avec un but de Militao et une égalisation de l'Atlético dans le temps additionnel avec un but de Correa au bout du suspense. Le FC Barcelone s'est lui incliné 4-2 face à Osasuna. L'Athletic Bilbao, 4e du championnat, a quant à lui fait match nul face à Séville. Le Barça occupe toujours la première place du classement, 3 points devant le Real de Madrid. Enfin en Serie A, Napoli s'impose 2-0 face à Monza et prend la tête du classement au détriment du Torino qui descend à la 4e place. Milan 2e gagne à Lecce et la Juve est allée gagner 3-0 face à Gênes. La Juve qui n'a toujours pas encaissé de but depuis le début du championnat, ce qui est assez historique. Enfin en Bundesliga, le Bayern de Munich, leader du classement, fait match nul 1-1 face au 4e Leverkusen. Le RB Leipzig remonte à la 3e place grâce à une victoire face à Augsbourg. L'Eintracht Francfort, 2e du championnat, et lui est allé gagner 4-2 face à Kiel. Enfin, pour clore totalement la page football, un petit mot de futsal dont la Coupe du Monde se déroule actuellement en Ouzbékistan puisque les Bleus de Raphaël Renaud se sont qualifiés lundi après-midi en demi-finale après avoir battu le Paraguay 2-1. Une victoire historique pour le futsal français puisqu'il s'agit de la première Coupe du Monde pour la France. Ça va être beau, hein, enfin, France-Argentine à venir. Peut-être que c'est dans les immanquables d'Étienne, ce match-là. Et il va pouvoir nous donner heure. On en salive déjà un petit peu. Ouais, une revanche à saisir. Mais le grand résultat sportif du week-end, c'était le festin que s'est offert l'ogre slovène Tadej Pogačar sur la course en ligne des hommes des championnats du monde de cyclisme à Zurich en Suisse. Une attaque irréfléchie, stupide selon ses dires, à plus de 100 km de l'arrivée. Mais Pogačar étant Pogačar, le coup de folie devient coup de génie.
Et le prodige slovène parvient à rallier l'arrivée en tête après un raid de 102 km, dont 51 en solitaire. C'est le deuxième plus long de l'histoire des mondiaux, derrière Adorni en 1968. Une performance inédite, digne du cannibale Eddy Merckx. Pogačar a choisi de faire la course seul, 1 minute devant les autres, faisant plier tour à tour l'équipe de Belgique, Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel et Mark Hirschi. Une performance gargantuesque, peut-être la plus grande du XXIe siècle. Derrière le Slovène, l'Australien Ben O'Connor prend la 2e place. Mathieu Van Der Poel complète le podium. Côté français, Romain Bardet termine 10e. Chez les femmes, la Belge Lotte Kopecky s'est imposée au sprint devant Chloé Digert et Elisa Longo Borghini. Demi Vollering, qui avait lancé le sprint de loin, termine 5e. Tennis à présent, une finale franco-française à Tokyo entre Arthur Fils et Hugo Humbert. Finale qui a tourné à l'avantage d'Arthur Fils en 3-7, 5-7, 7-6, 6-3 au terme d'un match très accroché. Fils a livré un très beau combat face à Hugo Humbert. Il signe avec ce titre une des plus belles lignes de son palmarès. À 20 ans et après avoir réalisé un tournoi très solide, il est vainqueur notamment face à Taylor Fritz, le 7e mondial, Matteo Berrettini, Ben Shelton et Holger Rune au terme donc d'un match électrique en demi-finale 7-6, 7-6 et d'un tie-break haletant qu'il a remporté 12-10. Ce tournoi de Tokyo est donc le 2e titre en ATP 500 pour la pépite française après la victoire à Hambourg face à Zverev en juillet dernier. On a aussi assisté à la fin de la série impressionnante d'Humbert qui était jusqu'ici invaincu en finale de tournoi chez les professionnels. Et c'est la 2e fois de l'histoire que 2 Français s'affrontent en finale d'un ATP 500 depuis Pouille Tsonga en 2017 à Vienne. J'ai envie de vous demander si vous pensez qu'Arthur Fils est le nouveau prodige du tennis français, si vous croyez en cette nouvelle génération du tennis français, si vous les voyez faire un top 10 mondial peut-être, ou remporter un grand chelem dans les années à venir. Est-ce qu'on y croit ici? Là, il y a déjà beaucoup moins de têtes qui se hochent. Tu sais, on l'a découvert à Roland-Garros. Enfin, pour ma part, je l'ai découvert à Roland-Garros. Il a fait un très grand tournoi, mais Hugo Humbert restait quand même le favori. Pour les Français, c'est le Français le mieux placé dans les classements ATP. Mais il est quand même porteur d'espoir d'une nouvelle génération de tennis français qui a vu quitter récemment Wilfried Tsonga. Ouais, et puis il faut, comme tu le soulignes assez bien, il est capable aussi de sortir des tournois dantesques contre des gros calibres. Alors peut-être que pour ce qui est de nos Français, on va encore avoir du mal de les voir performer sur terre battue ou sur gazon, mais on voit qu'ils sont quand même souvent présents. Adrien Manarino, il me semble, la saison passée, ou il y a 2 ans, avec Hugo Humbert en tout cas, avait gagné pas mal de titres, et tous sur dur, ou presque. Donc peut-être pour l'instant un problème de surface, peut-être, pour nos Français. Est-ce que... C'est vrai que la terre battue, ça leur fait quand même pas mal défaut aux Français, je trouve. C'est un comble. Pour nous. Ouais, oui, parce qu'on a quand même Roland-Garros à domicile, mais ouais, pour revenir sur Arthur Fils, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'espoirs qui ont été placés en lui. On a aussi vu beaucoup de personnes dire qu'on le surcoté un peu trop, et je trouve qu'au vu de ses résultats depuis quelques mois, même si c'était un peu sur courant alternatif et il n'est pas toujours le plus constant. La semaine qu'il vient de nous montrer là, c'était quand même assez fou comme résultat, même s'il a remporté au final contre Berrettini, c'était sur forfait, mais le reste, le match surtout contre Taylor Fritz, c'était la tête de série numéro 1, et Rune, il y a eu 2-3 tie-breaks je crois. C'était une assez grosse bataille, et là même en finale il a sauvé une balle de match, faut le rappeler, contre Humbert, et il n'était pas du tout favori à la base. Ça laisse bon présage, même s'il a 20 ans, il ne faut peut-être pas trop lui mettre la pression, parce que beaucoup ensuite se sont effondrés. Donc on verra un petit peu, peut-être en le laissant tranquille et en le laissant mûrir tout seul dans son coin. Ouais. On finit avec une page de rugby, si tu veux bien, Marin. On finit rapidement avec le top 14, 2e journée et choc du week-end entre les 2 finalistes de l'année dernière, Toulouse et Bordeaux-Bègles. Et la victoire 16-12 pour l'UBB, décidément en très grande forme cette saison, avec un match excellent de la jeune pépite Louis Bielbiarré, un essai et une passe décisive. C'est la première défaite à 2 Flandres en 2 ans et demi pour le Stade toulousain, qui était invaincu depuis 961 jours à domicile.
Deux rencontres très serrées également en top 14. La Rochelle s'est imposée d'1 point devant le Racing 92-17-16. Bayonne a également arraché la victoire d'1 point devant Montpellier 28-27 avec un excès à 2 minutes de la fin. On a aussi assisté à des victoires plus larges. Perpignan est allé gagner 33-3 face à l'ASM et Toulon s'est imposé 54-19 face à Vannes. Petit point classement donc, l'UBB est en tête devant Toulouse et Toulon. Merci Marin pour cette fin un peu express, t'as essayé de rentrer dans les clous, t'inquiète pas. Mais merci beaucoup en tout cas avec cette grosse soirée Ligue des Champions et puis qui va se poursuivre demain. Et ça sera en fin d'émission avec Étienne. Bim, teasing. Et là, il est tout content. On va pouvoir marquer un petit temps de pause. Il est 23h20 sur Radio Campus 106,6 FM. Avec la première musique du soir, je vais un tout petit peu teaser, Julia, le premier gros sujet de tes news qui arriveront juste après. Donc restez bien sur la radio. Un petit son dont j'ai entendu parler, que j'ai laissé... Voilà, j'ai pas besoin. Parce qu'ici on peut diffuser un peu ce qu'on veut et des fois je trouve des trucs marrants. Donc on va se faire une critique du son entre nous. Antoine Griezmann du groupe The Concept. Et ça remonte à 2016. Soyez indulgents. S'écoute ça, on se laisse 2-3 minutes de répit et on revient pour la suite du Campus Sport Club. À tout de suite. Voilà, Antoine Griezmann de The Concept, une chanson de 2016 qui est remontée avant l'Euro en France. Voilà, pour la petite, le petit joyau du milieu et de l'attaque française. On est de retour dans le Campus Sport Club, saison 4, épisode 2, même pour ceux qui auraient loupé la rentrée la semaine passée. Et là, on s'apprête à attaquer les infos marrantes et pas trop marrantes, puisqu'on va commencer par une petite larme à l'œil tout de suite dans les news. Je l'ai teasé avec la chanson. Et c'est des news qui vont nous être présentées par Julia juste après son jingle. Les dernières actualités sportives à ne pas manquer, c'est tout de suite dans le Campus Sport Club. Ouais, une retraite surprise, délicate et inattendue en fait finalement. Je pense que tu as assez bien résumé Adrien parce qu'en fait on était obligé de démarrer les news avec l'annonce ce lundi de la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Après 10 ans de carrière et 137 sélections avec les Bleus, le Français a officialisé la nouvelle sur le réseau social X. Champion du monde 2018, vainqueur de la Ligue des Nations, finaliste de l'Euro 2016 et de la dernière Coupe du Monde, Griezmann a presque tout remporté en équipe nationale. Il est le détenteur du record de sélections consécutives avec 84 matchs joués sans interruption et le meilleur passeur décisif de l'équipe de France. Il est aussi le chouchou du public, du sélectionneur Didier Deschamps. Grisy ou Grisou a surpris le monde du football à 3 jours de l'annonce de la liste pour le prochain rassemblement. Donc déjà, messieurs, je voulais vous demander comment est-ce que vous avez vécu cette annonce sur un petit baromètre tristesse. Baromètre émotion ce soir. De 1 à 10. Marin. Ouais, moi j'ai été... 10 étant la chialade genre JO, médaille d'or de Teddy Riner, tu vois, le truc fort quoi. Je pense un bon 7-8 parce que c'est vrai que Griezmann c'était depuis quelques années un peu l'âme de cette équipe de France, en tout cas au milieu. C'est vrai qu'on a perdu Paul Pogba il y a quelques temps et maintenant Griezmann, le milieu de cette équipe de France, il va être totalement remodelé. Et oui, c'est vrai que ça fait un déchirement au cœur, même si son Euro n'était pas forcément son meilleur. On s'attendait peut-être pas à le voir partir de sitôt. Non, peut-être jusqu'à la Coupe du Monde 2026, a priori, quand même. C'est ce qu'on peut-être on espérait. Noé et Étienne, vous confirmez ou... Oui, je pense que lui aussi, il a énormément douté avec cette échéance qui arrivait, mais c'est évidemment le problème qu'il y a eu à l'Euro. Il s'est fait balader à droite, à gauche, il n'était pas en ailier, il n'a pas joué à son bon poste et il était en mauvais terme avec Didier Deschamps par rapport au capitanat qui a été plutôt donné à Mbappé, alors qu'on aurait pensé que Griezmann aurait été celui auquel... Plus légitime, pour recevoir ce titre. Moi, je ne sais pas si je suis triste ou heureux, je suis plutôt surpris en fait de ce retrait international et c'est peut-être l'accumulation de la perte de Pogba, Lloris, Varane et Griezmann cette année. C'est vraiment la génération Coupe du Monde de 2018 qui s'efface, donc évidemment un peu de nostalgie. Et pourtant, Julia, c'est un peu contradictoire avec ce qu'il disait il y a quelques temps. C'est ça, parce que le mois dernier, il affirmait son envie de continuer, mais le joueur, il est quand même apparu en retrait lors des dernières oppositions contre l'Italie, la Belgique, et surtout durant l'Euro où il a été baladé à plusieurs postes. Et après les retraites de Blaise Matuidi, Hugo Lloris,
ou encore Olivier Giroud, c'est un autre champion du monde qui se tire sa référence. Et on observe que de nombreux footballeurs, athlètes de haut niveau prennent leur retraite de plus en plus tôt, parce qu'il n'avait que 33 ans. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va se généraliser à l'avenir, sachant qu'il y en a de plus en plus qui se plaignent du rythme effréné un peu? Noé avait une petite idée là-dessus. À tout hasard. Effectivement, c'est une problématique qui revient pas mal ces derniers temps avec la retraite à 29 ans de Varane. Il me semble que c'était la semaine dernière. Ça fait de plus en plus de joueurs qui partent à un âge où on les attend pas aussitôt. Et effectivement, avec le nombre de matchs en Ligue des Champions qui s'est encore allongé, on pense aussi à la Ligue des Nations qui a été ajoutée il y a quelques années maintenant, qui rajoute encore des matchs. Il y a la question qui se pose effectivement, quand on est sportif de haut niveau, le corps, c'est son outil de travail. Et l'outil, à un moment, il commence à s'abîmer, il commence à rouiller un peu. Donc effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas un peu trop de matchs, s'il ne faudrait pas ralentir un peu la cadence. C'est un peu compliqué. Varane, c'est 29 ans la retraite internationale de tête. Et là, 31 ans, il a carrément arrêté. Et lui, en l'occurrence, c'est par des blessures qui l'ont poussé, obligé à dire stop. Là, Griezmann, en tout cas, qui va continuer à jouer en club. Oui, avec l'Atlético de Madrid, tout à fait. Donc voilà pour terminer sur le football. On a aussi appris aujourd'hui que 16 des 40 membres du comité directeur de la Fédération française de rugby ont démissionné sous fond de désaccord. Les opposants au président Florian Grill ont déclaré ne plus vouloir être associés à une politique dangereuse pour l'institution. Les raisons invoquées par les démissionnaires concernent l'assignation en liquidation judiciaire du coq sportif. La FFR affirme que l'ancien équipementier du 15 de France doit leur régler 5,3 millions d'euros au titre de contrats de sponsoring, royalties et intérêts de retard impayés. Le coq sportif, quant à lui, réclame 50 000 euros d'indemnité, ce qui a poussé à la démission des membres de l'opposition à 18 jours des élections à la présidence de la fédération. De nouveau en rugby, l'entraîneur en chef du Stade français, Karim Ghezal, a été remercié ce lundi. L'ancien coach de la touche du 15 de France a été licencié dès la 5e journée de top 14. Arrivé à la suite de la Coupe du Monde 2023, le club était parvenu jusqu'aux demi-finales l'année dernière, au terme d'une saison plutôt aboutie. Quelques jours après la défaite sur le terrain de la section paloise, la 3e de la saison, le directeur sportif Laurent Labitte l'a d'abord annoncé aux joueurs, puis le club a publié un communiqué officiel dans la foulée. En tennis, l'Agence mondiale antidopage demande une suspension d'1 à 2 ans pour Yannick Sinner. Ce samedi, l'AMA a annoncé qu'elle avait fait appel auprès du tribunal arbitral du sport concernant la décision d'innocenter l'Italien. Pour rappel, Sinner avait été contrôlé positif à 2 reprises en mars dernier au closbétol, un stéroïde anabolisant. À la suite du tournoi d'Indian Wells, le numéro 1 mondial, pensant avoir été contaminé, avait contesté la décision. Donc nouveau rebondissement et affaire à suivre pour le numéro 1 mondial. Toujours en tennis, il y a la numéro 1 française Caroline Garcia qui a annoncé mettre un terme à sa saison. Dépassée mentalement et toujours pas remise d'une blessure à l'épaule, depuis plusieurs mois, elle a décidé d'interrompre une saison un peu en dents de scie. L'ancienne vainqueur du Masters et demi-finaliste de l'US Open évoque un besoin de s'éloigner de la machine à broyer du tennis. C'est très dur à accepter, je cite, mais je me préparerai tôt pour 2025 afin d'être prête physiquement, tactiquement et psychologiquement. Le rendez-vous est donc pris pour l'Open d'Australie. Et donc je voulais vous demander, messieurs, si vous suivez un peu le tennis féminin, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix au vu de ses résultats ? Physiquement parlant, a priori déjà, oui, parce qu'on parlait d'une blessure à l'épaule. Et c'est vrai que depuis ce Masters, malheureusement, on a l'impression que c'est l'après-coup parce qu'on ne parle pas seulement des Masters, il me semble que sur les 5-6 mois auparavant, elle avait fait une demi-année phénoménale, elle a gagné plusieurs titres. Là, du coup, finalement, depuis ces Masters 2022, 2023, 2024, est-ce qu'elle ne subit pas justement ce revers de la médaille, ce retour de la pression, et du coup se rend à tenir dans chacune de ses participations à des tournois ? C'est un peu le problème avec Caro Garcia, c'est qu'elle est capable de sortir des matchs phénoménaux et des tournois incroyables, et puis souvent elle a du mal à confirmer derrière, et c'est vrai que ses résultats dernièrement ont tendance à être en dents de scie, et oui, elle l'a confié souvent à Roland Garros, notamment, que mentalement elle a du mal à gérer la pression. Il faut pas oublier que le tennis c'est avant tout un sport mental, hein, ça se joue énormément dans la tête. T'es tout seul sur le terrain, si
ton match se déroule mal, c'est par ta faute. Donc, Étienne a dû casser quelques raquettes pour dire ça. Là, c'est un... Lâche-toi. je vas-y. parle un peu d'expérience, donc c'est dur mentalement le tennis, et je pense que c'est une bonne chose qu'elle puisse faire une pause pour repartir de plus belle en 2025. Et sur cette saison automnale, en tout cas de septembre à décembre, de plus en plus décident de couper court pour mieux se lancer en 2025. Peut-être qu'un meilleur cycle dès la rentrée 2025 va l'aider à avoir de meilleurs résultats. Tout à fait. On continue avec la Formule 1 et Racing Bulls qui a officialisé le départ du pilote Daniel Ricciardo en pleine saison. À près de 14 ans, le charismatique Australien a participé à 257 Grands Prix, a remporté 8 et signé 3 pole positions. L'écurie a donc décidé de l'évincer et a officialisé son remplacement par le néo-zélandais Liam Lawson pour les 6 dernières courses de la saison. Le Campus Sport Club l'avait aussi évoqué la semaine dernière. Le gouvernement a finalement nommé Charlotte Parmentier-Lecoq en tant que ministre déléguée aux personnes en situation de handicap. Alors que plusieurs associations dénonçaient l'absence de ministre chargé de la question du handicap, l'Élysée a désigné la députée du Nord quelques semaines après la fin des Jeux paralympiques. Et pour terminer, ce vendredi avait aussi lieu les mondiaux de cyclisme junior. Lors de la course en ligne féminine, la jeune Muriel Führer a lourdement chuté et était victime d'un traumatisme crânien. Le lendemain, l'Union cycliste internationale a annoncé que la Suissesse avait succombé à ses blessures. Des hommages ont eu lieu tout le week-end et des minutes de silence observées en sa mémoire. Voilà, pour terminer sur ces news, sur une note un peu plus triste, on va dire. On démarrait sur une larmichette, on peut finir aussi sur une larmichette. Exactement. Merci Julia pour ces news du CSC avec donc ce point cyclisme pour finir. On va rester dans le cyclisme, on va prendre quelques minutes tous ensemble. On attaque la partie débat de ce soir. Ça a été déjà évoqué de manière transversale, en tout cas par Marin dans ses résultats en début d'émission. Il y en a un, il y a un ogre, un Hulk. Comme l'a titré l'équipe qui a tout raflé sur son passage après un coup de folie, comme tu le disais. Tadej Pogačar, champion du monde ce dimanche de la course en ligne masculine. La petite question de ce soir qui a été retenue en tout cas par l'équipe à la majorité. Je fais des votes, moi, sur les groupes. C'est ce sacre-là, est-ce que ça fait que Tadej Pogačar, est-ce qu'il a encore des choses finalement à jouer dans sa carrière ou est-ce qu'à 26 ans, il a déjà un peu plié le milieu ? Alors, tout de suite, on a fait la comparaison, et on va la faire constamment, j'imagine, cette comparaison avec Eddy Merckx. Est-ce que pour vous, c'est sûr et certain que Pogačar a encore de belles et grandes choses à faire dans le cyclisme ? Oui, ça hoche, mais il va falloir se lâcher. Ouais, qui veut. Moi, ça ne me dérange pas de commencer. Voilà, Pogačar, c'est la saison pleine qu'il réalise cette année. L'année dernière, il a été concurrencé par Vingegaard, par exemple, sur le Tour de France. Bon, cette année, c'était sans débat. Il paraissait au-dessus, mais tellement au-dessus qu'on l'a bien vu dans je sais pas, le du monde. Donc voilà, Pogačar a encore un bel avenir à seulement 26 ans. Et Hulk, je trouve que c'est vraiment le bon terme pour le décrire et décrire sa saison. Noé, est-ce que Pogačar, il a un peu cette image du super-héros du cyclisme moderne ? Ouais, clairement, en tout cas, c'est ce qu'il donne à voir. Et effectivement, à son jeune âge, il a déjà une armoire à trophées qui est bien remplie. Et ouais, je pense que il a montré que c'était déjà un grand du cyclisme et qu'il avait encore sûrement de belles choses à nous montrer. Ouais, un petit étalage du palmarès comme du bonhomme à 26 ans, donc 26 ans et quelques. Donc champion du monde cette année à Zurich, il a 3 Tours de France, il a un Tour d'Italie, il a 26 étapes de Grand Tour, il a notamment 8 maillots de classement annexe dans ses Grands Tours, il a déjà gagné 6 monuments, il en reste 2 sur les 5 à son palmarès, on va peut-être en revenir, c'est peut-être ça justement qui manque à Pogačar. Il a aussi à côté 2 Strade Bianche, une Amstel Gold Race, une Flèche Wallonne ou encore 2 Grands Prix de Montréal avec le deuxième gagné il y a pas si longtemps que ça. Et puis même au niveau national, il a déjà assuré, il a pris le maillot de champion de Slovénie en course en ligne et au contre-la-montre. Du coup, si on devait un peu rebondir sur qu'est-ce qui manque à cocher à Pogačar, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, Marin, t'as un truc Ouais, c'est vrai que Pogačar, on a le sentiment qu'il court plus face à ses adversaires aujourd'hui, qu'il court face à l'histoire, face à Eddy Merckx ou Bernard Hinault, puisque c'est clairement face à ce genre de légende du cyclisme qui s'affrontent. C'est vrai que Merckx, au même âge que Pogačar, il avait gagné 9 monuments. Pogačar en a gagné 6. Ce qui manque clairement à Tadej Pogačar, c'est gagner un Paris-Roubaix.
On sait que c'est la course la plus difficile à gagner pour les profils qui sont plutôt grimpeurs comme Pogačar, mais Pogačar, il nous a prouvé, il a gagné le Tour des Flandres, il est capable de s'imposer sur ce genre de classique-là. Il a dit qu'il y viendrait peut-être. Donc pour moi, ça reste peut-être la course la plus importante à aller chercher. Et puis il y a aussi évidemment les records qui sont très importants dans le cyclisme. Les 5 Tours de France, c'est un record qui n'a jamais été battu. Il y en a 3, il peut clairement aller battre ce record-là. Gagner les 3 grands tours, il lui manque la Vuelta encore, ça ce sera pas très compliqué à aller chercher. Et puis gagner les 5 monuments, comme on l'a dit, il manque Paris-Roubaix, mais s'il va chercher Paris-Roubaix, il est de la classe de Merckx, Dino. Ouais, effectivement. Alors je reprends, j'ai revu passer un article du journal L'Équipe, toujours d'Alexandre Ross, qui lui aussi parlait de Paris-Roubaix comme la course manquante à Pogačar. Pogačar qui avait dit, il me semble, vous me verrez sur Paris-Roubaix en mars dernier, mais qui ne s'était pas aligné, qui avait préféré se consacrer aux Ardennaises à ce moment-là. Mais ce côté Paris-Roubaix, en plus, on parle du côté local, hein, comme on est quand même dans le nord à Lille, il y a quand même cette dimension où tu as beau être le plus fort du monde, Paris-Roubaix, c'est peut-être la course où t'as beau être le plus fort, t'es pas sûr de gagner, et loin de là. Est-ce que pour vous, les pavés, ça va être peut-être la course pour lui la plus dure à gagner, justement, à l'avenir? Probablement, oui, je pense, hein, parce que c'est vraiment, ça demande une polyvalence en fait, Paris-Roubaix, et c'est pas, ça s'appelle l'enfer du Nord, ça s'appelle pas l'enfer du Nord pour rien, donc c'est vrai qu'il a jamais essayé encore Paris-Roubaix, et c'est un véritable défi pour lui à l'avenir, je pense. Lui-même, il affirme qu'il veut être le meilleur coureur de l'histoire, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, son plus grand adversaire, c'est lui-même, et ce week-end, il a vraiment frappé un énorme coup, et il a un peu plié le game, mais pas encore totalement. On peut aussi mentionner les Jeux Olympiques. Il a eu le bronze à Tokyo il y a 3 ans. Il avait déclaré forfait à Paris, juste après le Tour de France. Mais c'est vrai qu'à Los Angeles, il peut viser l'or. Donc ça peut être un objectif pour lui aussi à l'avenir. Et par exemple, est-ce qu'on pourrait pas aussi considérer, je pose la question, hein, bien sûr, je sais pas quoi penser, mais est-ce que les Jeux Olympiques sont pas plus compliqués à gagner que Paris-Roubaix par cette notion de périodicité ? Par cette question de parcours totalement urbain qui va dans le globe à des endroits où jamais normalement tu organises de courses cyclistes, dans les rues de Paris, là ça va être Los Angeles, et j'ai pas du tout idée du parcours de Los Angeles sincèrement, et du coup c'est aussi la vraie dimension surprise, alors que Paris-Roubaix on sait un peu déjà à quoi s'attendre. Si je l'imagine un cycliste aguerri s'entraîne et connaît les pavés, sait gérer les pavés, peut-être qu'il a un avantage. Est-ce que, je pose la question, est-ce que les Jeux Olympiques peuvent aussi concurrencer ce Paris-Roubaix et ces pavés du Nord? En cyclisme, les Jeux Olympiques, c'est quand même moins coté que les monuments. Ouais. Après, c'est vrai que le parcours fera beaucoup de choses. Si c'est un parcours tout plat, tout Pogačar qu'il est, on le voit mal aller gagner au sprint face à des Philipsen ou des grands sprinteurs comme ça. Et encore. On ne sait jamais. Moi, j'aimerais juste revenir sur une déclaration qu'a fait Eddy Merckx devant la course des championnats du monde, où il a dit de Pogačar, c'est évident qu'il est maintenant au-dessus de moi. Je le pensais déjà un peu au fond de moi-même quand j'avais vu ce qu'il avait fait sur le dernier Tour de France, mais ce soir, il n'y a plus de doute. Donc, entre Pogačar, entre Poggi et Eddy, la bataille est lancée, quoi. Ouais, après, en nombre de victoires, on est aussi très très loin du compte, en tout cas, et jamais personne pourra égaler Eddy Merckx. Mais est-ce que du coup, ça peut aussi permettre de s'imaginer à quel point Pogačar est haut dans le niveau du cyclisme mondial et historique par rapport à la concurrence qu'il a? Est-ce que vous jugez que les victoires de Pogačar sont d'autant plus belles lorsqu'à côté il y avait un Van Der Poel, un Evenepoel, un Vingegaard qui étaient dans sa roue, qui sont pas quand même des moins que rien, il me semble. Bon, je sais pas. Peut-être que je sais pas. Noé, peut-être qu'il a un problème contre les Danois. Je suis exprès. T'as vu, je te titille. Non, j'ai aucun problème contre les Danois. Effectivement, la concurrence, elle est belle. Et à vrai dire, le cyclisme, c'est pas mon domaine de prédilection. Donc, je suis pas à fond là-dessus. Pas de problème. Mais en tout cas, tout ce que je peux en dire, c'est que ils sont dopés. La pente glissante pour moi. Non. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. C'est pas mal. Alors du coup, peut-être pour finir, si on devait un peu s'amuser, j'avais listé aussi donc les Jeux 2028. 2030, c'est peut-être un peu long. J'avais listé les Jeux 2028, Paris-Roubaix, Milan-San Remo, puisqu'il a fait 3 participations. Pour l'instant, il fait 5e, 4e, 3e, il se rapproche. Mais c'est pas encore gagné. La Vuelta et même les championnats d'Europe que j'avais mis de côté. Si vous êtes dans la peau de Pogačar, que vous deviez hiérarchiser ces 5 courses-là, laquelle vous viseriez en premier, en deuxième, en troisième?
par exemple. Paris-Roubaix en 1. Dans l'ordre ou en termes d'importance En termes d'importance, c'est peut-être pour, en admettant être dans sa peau, en termes d'accomplissement. Tu vois, est-ce qu'on mettrait Paris-Roubaix en 1, par exemple? Alors, Paris-Roubaix, c'est peut-être la plus prestigieuse. Après, je pense que la classique et le monument à viser en priorité, c'est Milan-San Remo. Parce que Milan-San Remo, c'est pas forcément le parcours le plus dur, mais c'est le monument qui est le plus loterie. C'est celui sur lequel on a le plus de chances où le hasard est le plus important. On sait que Philippe Gilbert, qui était un des plus grands classic-man du XXIe siècle, il a gagné tous les monuments, sauf San Remo, alors que sur le papier, c'est pas le plus dur à gagner. Mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, tellement de possibilités que c'est celui, pour moi, qu'il faut gagner au plus vite. D'accord, donc toi, tu as un petit faible pour Milan-San Remo. Il y en a d'autres qui diraient autre chose peut-être pour... Moi, j'aurais plutôt pensé à la Vuelta. Ouais, la Vuelta. C'est ce côté ouais, c'est vrai que cocher tous les grands tours, déjà, c'est assez exceptionnel. Hein, ouais, c'est sûr. Ça serait pas mal. Vuelta. Du coup, finalement, ça va. On sait qu'il peut s'attaquer un peu. Il y a Paris-Roubaix, Milan-San Remo. Bon, les JO, j'avoue que dans cette liste-là, le problème, c'est que les JO, le temps qu'on y arrive maintenant... il a le temps de gagner 2-3 fois chacune des courses qu'on a citées. Mais est-ce que du coup, la Vuelta, il pourrait être davantage tenté, ou est-ce que vous pensez plutôt du coup qu'il va quand même plutôt toujours rester dans sa dynamique du Tour de France pour viser peut-être ces 5 victoires dans un premier temps? Je pense que le Tour de France a vraiment une saveur particulière pour lui. Et c'est vrai que c'est souvent son objectif numéro 1 chaque saison. Bon, là, il avait quand même marqué les championnats du monde au calendrier. Et je crois d'ailleurs que c'est historique, ce triplé Giro, Tour de France mondiaux. C'est la 3e fois qu'il est réalisé. On avait déjà eu Merckx en 74 et Stephen Roche en 87. Ouais, tout à fait. Très bien réalisé. Et non, après, au-delà du fait que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, ça voudrait dire aussi que pour Los Angeles, il faudrait peut-être qu'ils s'économisent pour la course sur piste. Sur route, pardon. Ouais. Et comme il y a le Tour de France avant. Voilà. Est-ce qu'il devra sacrifier un peu le Tour de France en 2028 ? Je pense que l'avenir nous le dira. Ouais, ok. Et les championnats d'Europe, par contre, pas trop. Hein. Championnats d'Europe, quand on a gagné les championnats du monde, c'est vrai que ça vaut pas vraiment le coup. Ouais. Eddy Merckx les a pas gagnés. Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas, merci, mais c'était pas la blague. Mais c'est vrai. Mais bon, il les a pas gagnés. Factuellement. C'est sûr. Ok, bon, on reste là-dessus. Alors, c'est pas mal. Eddy Merckx, j'avais noté 525 victoires en moins de 15 ans. Donc, il y avait Pogacar qui en a quand même 86. On va peut-être pas lui en espérer. Il en avait gagné à peu près 150 au même âge. Donc, c'est vrai que la marche est haute quand même pour Pogacar. Ouais, c'est pas mal. Allez, petite pause musicale pour nous reprendre notre respiration, prendre un petit verre d'eau. Et puis, on va pouvoir se retrouver après avec les 2 dernières chroniques de ce nouveau Campus Sport Club. Petite musique, évidemment, en lien avec Pogacar. Quand on est le numéro 1, on est le top of the world. Tout de suite, Imagine Dragons dans Radio Campus 106,6 FM et on se retrouve pour la suite du Campus Sport Club. À très vite. De retour dans le Campus Sport Club sur Radio Campus 106,6 FM, c'était Imagine Dragons avec On Top of the World. On venait d'aborder le sujet Pogacar, Coupe du Monde, plein de choses. Championnat du monde, faut pas que je dise de bêtises. Je commence à dire des bêtises, là je commence à m'enflammer. Et tout y compte, on arrive en tout cas sur la fin de cette émission. Il est 23h, bientôt 48 ce soir sur Radio Campus 106,6 FM. Et on va pouvoir attaquer les dernières chroniques avec Noé, que j'ai un peu embêté avec son pied gauche boiteux et sujet cyclisme. Noé, tu as quelque chose à nous dire peut-être? Et oui, alors ce soir, je vous propose un portrait et on va prendre tout de suite la direction de la toute récemment renommée Arkema Premier League pour faire le portrait de celle qui éclabousse ce début de saison de son talent. Je parle évidemment de Clara Matteo. Avec le Paris FC et en seulement 2 journées, elle compte 6 buts et sur les doigts d'une main, celle qui rivalise avec elle. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le début de saison d'Arkema Premier League, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. À l'issue des 2 premières journées, Guingamp et Le Havre occupent les dernières places du classement, alors que c'est le Paris FC qui trône à la première place. Car oui, bien que Lyon, le PSG et Saint-Etienne comptent également 6 points, c'est bien les pensionnaires de Charletti qui sont en tête. Et parlons-en de Charletti qui fut ce week-end le théâtre d'une véritable démonstration de football de la part des femmes de Sandrine Soubeyran. En totale maîtrise, elles se sont imposées 8-0. Et vous l'aurez compris, celle qui s'est particulièrement illustrée au cours de cette rencontre n'est nulle autre que Clara Matteo. Avec un quadruplé et une passe décisive, elle a littéralement terrorisé les Havraises et s'est offert le luxe d'une première place du classement des buteuses mais aussi des passeuses. Alors qui est-elle ? D'où vient-elle et jusqu'où ira-t-elle ?
C'est parti pour le portrait de Clara Matteo. Mais de qui parle-t-on ? Tout de suite, focus sur une personnalité du sport, c'est le portrait du CSC. Alors tout commence à Nantes où elle naît en 1997 et c'est déjà un petit événement puisqu'elle vient au monde avec sur le dos un maillot floqué Patrice Loco, donc c'est quand même assez exceptionnel. Bon, cette partie est fausse. Mais elle est bien née à Nantes et elle a grandi à Sainte-Luce-sur-Loire, à quelques kilomètres de là. Durant son enfance, elle joue au foot dans la cour de récréation dès la maternelle, mais elle va surtout faire ses premières gammes au club de sa ville, à l'US Sainte-Luce-sur-Loire. À l'époque, elle démontre déjà des qualités techniques et athlétiques remarquables. Elle joue avec les garçons jusqu'à ses 15 ans, où réglementation oblige, elle rejoint une équipe féminine et c'est à La Roche-sur-Yon qu'elle débute en 2012 en 2e division. Seulement 3 ans plus tard, le club monte en D1. Elle contribue à cette montée avec 10 buts inscrits et va pouvoir connaître sa première saison dans l'élite. Saison difficile pour le club vendéen puisque les Lyonnaises, je vous apprends peut-être un mot mais c'est le nom des habitantes de La Roche-sur-Yon, donc les Lyonnaises ne parviennent pas à se maintenir avec seulement 5 victoires en 22 rencontres. Mais Clara Matteo parvient tout de même à taper dans l'œil d'un certain club, le FCF Juvisy, qu'elle ne quittera plus et avec lequel elle va peu à peu s'imposer tout en franchissant un cap au niveau des buts inscrits. Alors les plus concentrés d'entre vous se seront dit « Tiens, j'avais cru comprendre qu'elle jouait au Paris FC. » Tiens, j'avais cru comprendre qu'elle jouait au Paris FC. Voilà, c'est à quoi je m'attendais. Aurais-je fait fausse route ? M'a-t-on menti ? Qui croit en ces temps troublés alors que la vie n'est que calomnie et mensonge et que la vérité se fait aussi rare qu'un début de saison réussi de l'OL ? Si vous avez réagi comme ça, ce que je comprends tout à fait, laissez-moi vous éclairer. Donc tout commence en 2017 quand le FCF Juvisy Essonne est absorbé par le Paris FC. Voilà, c'est à peu près tout. Donc cette parenthèse bien trop longue. Revenons maintenant à Clara. Pour ses premières saisons, elle joue beaucoup mais ne brille pas spécialement sur le plan statistique, peinant à dépasser les 5 buts par saison en D1. Elle explose littéralement et finalement pendant la saison 2020-2021, pendant laquelle elle score 13 fois, des performances qu'elle va réitérer les saisons suivantes, enchaînant les buts en même temps que les titularisations. La machine est lancée. Et bien lancée même, puisque avec 6 buts en 2 matchs cette saison, elle est déjà proche des 8 buts qu'elle avait inscrits en 20 matchs la saison dernière. De là à imaginer qu'elle réalise son meilleur exercice en cette saison 2024-2025, il n'y a qu'un pas. Mais alors, et sur la scène internationale ? Eh bien, elle a fait partie de toutes les équipes de jeunes depuis les moins de 16 ans, tantôt championne d'Europe U19 en 2016, tantôt finaliste de la Coupe du Monde des moins de 20 ans la même année, grosse année du coup. Néanmoins, c'est plus compliqué chez les A, où Clara Matteo n'a pas encore montré tout ce qu'elle savait faire. Avec 29 sélections et 4 buts, elle a du mal à se faire une place. Il faut dire que la concurrence y est particulièrement rude, avec entre autres Marie-Antoinette Catoto, Kadidia Touziani ou Delphine Cascarino, qui seront difficiles à déloger. Néanmoins, la nomination du nouveau sélectionneur Laurent Bonadei en août dernier pourrait rebattre les cartes avec des matchs amicaux qui sont prévus contre la Jamaïque le 25 octobre prochain, puis contre la Suisse, pays hôte de l'Euro 2025, 4 jours plus tard. Clara Matteo a clairement une place à aller chercher dans la liste qui devrait être connue dans les prochaines semaines. Et si elle poursuit ce début de saison tonitruant, les portes de la sélection devraient logiquement se rouvrir pour elle qui n'a pas été sélectionnée depuis février 2024. Et on termine par le petit fun fact, car Clara Matteo n'a pas que le football dans sa vie. Et oui, en parallèle de sa carrière sportive, la Lucéenne, cette fois c'est le nom des habitantes de Sainte-Luce-sur-Loire, donc beaucoup de connaissances, beaucoup de culture dans ce portrait. Donc la Lucéenne, qui est diplômée d'ingénierie spécialité matériaux, travaille comme business developer à Arkeba. Donc une double activité qui lui permet d'avoir un équilibre mais aussi de préparer son après-carrière, car on le rappelle, les salaires dans le foot féminin ne sont pas vraiment comparables à ceux de leurs homologues masculins. En Ligue 1, le salaire médian est d'environ 40 000 € mensuels contre 2 600 € pour les femmes. Et donc la double carrière de Clara Matteo remet au centre la question de l'après-carrière chez les sportifs de haut niveau qui doivent se débrouiller 2 fois plus que les hommes pour pouvoir envisager la suite avec sérénité. Mais bon, Matteo n'en est pas encore là. Pour l'instant, on l'attend surtout sur le rectangle vert. Et prochaine échéance ce week-end, déplacement à Saint-Etienne pour confirmer la bonne dynamique des Parisiennes et peut-être continuer à grignoter ses propres records. Et voir peut-être un triplé, un quadruplé, un quintuplé de Miss Matteo. Merci Noé pour ce petit portrait. Léger petit point, 30 secondes, ce genre de joueuse là justement pour ce côté équipe de France. Est-ce qu'en restant au Paris FC, elle peut s'attirer quand même les faveurs du sélectionneur, ou est-ce qu'il faudrait qu'elle soit attirée par une grosse écurie européenne pour pouvoir éclore vraiment ?
Alors là, on l'a vu au dernier rassemblement, le côté club de... je dirais pas de seconde zone, parce qu'ils sont quand même finis troisième, les Parisiennes, les 2 ou 3 dernières saisons de Den Arkema. C'est pas une fatalité de ne pas jouer pour l'OL ou le PSG, par exemple, puisqu'on pense à sa compatriote Julia Dufour, sa coéquipière Julia Dufour. Elle est française, donc ça marche aussi. Mais... Ça marche aussi, qui est régulièrement sélectionnée depuis pas mal de temps aussi. Donc, et puis aussi le PFC a joué quand même les barrages de Ligue des Champions. Bon, elles se sont inclinées assez lourdement 5-0 et 3-0 il me semble en barrage. Mais le PFC a des ambitions vraiment en termes de section féminine, et je pense que ça ne devrait pas être une fatalité d'évoluer pour pouvoir briller en équipe de France. Merci en tout cas Noé, on va pouvoir attaquer les dernières minutes avec la chronique d'Étienne et les immanquables, juste après ton petit jingle. Pour clôturer cette émission, on vous fait un rappel de tous les événements sportifs de la semaine. Tout de suite, les immanquables de Campus Sport Club. Je t'ai fait un petit jingle de Lover. T'avais la petite voix. Évidemment, Ligue des Champions pour attaquer ces 3 dernières minutes d'émission. Et oui, on commence ces immanquables par la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions. Au programme, la suite de la 2e journée des phases de poule, avec mercredi un match historique qui attend le LOSC. Les Dogs accueilleront le tenant du titre, le Real Madrid, au stade Pierre-Mauroy à 21h. Annoncé initialement forfait, Kylian Mbappé figure bel et bien dans le groupe de Carlo Ancelotti, mais ne retrouvera pas son frère, du moins sur le terrain. Le cadet est touché au quadriceps. À la même heure, sur la même chaîne, Canal+, Monaco se déplacera en Croatie contre le Dynamo Zagreb après leur victoire surprenante contre le FC Barcelone. Au premier match, Monaco a l'opportunité de rester dans le haut du tableau. On reste sur du foot, mais on change de compétition pour jeter un œil en Ligue Europa, où Nice affrontera la Lazio de Rome jeudi à 18h45 au stade Olimpico. À 21h, ce sera au tour de Lyon qui clôturera les matchs européens de nos clubs français par un déplacement en Écosse chez les Glasgow Rangers. En bonus, si vous êtes supporter stéphanois ou marseillais, comme toi Adrien, vous pourrez vous tourner vers l'affiche de cette 2e journée de C3 entre Porto et Manchester United. Pour ce qui est des championnats nationaux, il n'y a pas de grosses affiches, mais on peut néanmoins noter pour la Bundesliga le choc entre l'Eintracht Francfort, qui recevra le Bayern Munich, actuel leader, dimanche à 17h30. Et pour la Liga, l'Atlético, après avoir su le Real dans le derby madrilène, se déplacera dimanche à la Real Sociedad pour le compte de la 9e journée. Pour terminer avec le ballon rond, on change de surface. Avec la 10e Coupe du Monde de futsal en Ouzbékistan, nos Français se sont qualifiés en demi-finale après leur victoire 2-1 face au Paraguay. Rendez-vous jeudi 3 octobre à 17h face à l'Argentine pour un match à charge de revanche entre ces deux nations qui a vu sa rivalité augmenter sur les dernières années. On pourra dire aussi qu'on avait pris comme une option avec le CC Foot, mais bon, voilà. Et pourquoi pas continuer cette belle et surprenante histoire en atteignant la finale dimanche à 17h. On passe au tennis maintenant avec la finale de l'ATP à Pékin en simple messieurs qui opposera le numéro 1 mondial Yannick Sinner au numéro 2 Carlos Alcaraz. Leur dernière confrontation remonte à Roland-Garros où l'Espagnol avait pris le dessus. Il faudra attendre dimanche pour le simple dame. Et maintenant un point rugby et plus précisément top 14. La semaine 5 débutera samedi à 14h30 et se verra opposer Vannes contre le Racing 92 à 21h. Et un match intéressant à suivre dimanche entre Castres et Toulouse. Et on passe au sport automobile. Pour les fans de F1, il faudra attendre le 20 octobre pour le Grand Prix des États-Unis. On va plutôt s'intéresser au GP Moto qui se déroulera de l'autre côté de l'océan Pacifique au Japon. Le vainqueur du championnat du monde reste pour l'instant incertain, même si le Martinator, alias Jorge Martin, reste en tête après sa victoire dans le GP d'Indonésie. Il compte 21 points d'avance sur Francesco Bagnaia, l'actuel champion du monde. Et on conclut ces immanquables avec un sport peu médiatisé, mais qui a fait beaucoup de parler de lui au JO, c'est l'escalade. Depuis avril se déroule la Coupe du Monde d'escalade et elle regroupe plusieurs épreuves allant du bloc à de la vitesse. Donc elle se clôture cette semaine à Séoul, en Corée du Sud. Merci beaucoup Étienne pour ce magnifique condensé du programme à venir de la semaine. Je noterai le petit accent espagnol et les difficultés avec l'Eintracht Francfort, donc l'allemand, mais je suis lorrain, donc je sais ce que je dis. Merci beaucoup en tout cas. Écoutez, hop, je lance, j'en profite, parce qu'on a aussi un nouveau générique, mais il y a aussi l'outro. Parce qu'il est 23h59, on arrive déjà à la fin de cette émission du Campus Sport Club, cette 2e émission
de cette saison 4. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez tous passé un agréable moment en notre compagnie, auditeurs, auditrices, et vous aussi, Marin, Julia, Noé et Étienne, ça va, ça a été? Je vous allume vos micros par contre pour finir quand même. Ça, Oui, nickel. pas trop. C'était Toujours un plaisir. C'est passé vite. Hein. C'était intense. Mais parce que Marin parle beaucoup. Allez, Ouais, c'est ça. Faut couper mon micro. tout va bien. À On la va balle pour- perdue. On va pouvoir se quitter là-dessus sur ces belles paroles. Le Campus Sport Club revient la semaine prochaine, évidemment, tous les mardis soirs, 23h minuit. On vous redonne rendez-vous. Il n'y aura pas spécialement Ligue des Champions cette fois, donc celui qui aura les résultats sera un petit chanceux. Et d'ici là, moi je vous dis, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.